les raisons, les raisons sont multiples. Elles ne sont pas infinies, mais elles sont multiples et extraordinairement complexes. Il me semble, pour aller à l'essentiel, que s'il n'y a plus de nation, s'il n'y a plus de geste, euh, la gesta dei, s'il n'y a plus de geste au sens noble du terme d'une nation et d'un peuple, il n'y a plus de littérature. L'un et l'autre vont ensemble. Plus de nation, effondrement de la littérature. Et l'un et l'autre de ces effondrements, concomitants, par concaténation, peu importe la chronologie, mais l'un et l'autre de ces effondrements se compénètrent et grossissent. Et vous avez un effondrement de la nation qui est relayé par un effondrement de l'imaginaire, qui est censé traduire une littérature, et comme vous le disiez, les arts plus largement. Jean-Philippe Domecq a beaucoup écrit sur ce qu'il appelle non pas l'art contemporain, mais l'art du contemporain. Un art déchet, c'est d'ailleurs l'art avec lequel c'est le mobilier urbain de Paris. Lorsque l'imposteur milliardaire Jeff Koons nous colle un bouquet de tulipes géantes de 15 mètres de haut sous les applaudissements, dont ceux de Christophe Girard, ex-adjoint à la culture, qui a eu quelques petits problèmes avec Maznev. Bon, tout le monde a trouvé ça extraordinaire, ces bouquets de Jeff Koons, qui sont une horreur, en plus d'être une imposture. Et vous pouvez plaquer ces deux adjectifs à l'essentiel de la littérature, de ce qui passe pour de la littérature française contemporaine. C'est une horreur, parce qu'il n'y a pas de style, il n'y a pas de langue, et c'est une imposture, parce que ce n'est pas de la littérature, c'est absolument tout ce que vous voulez, y compris un bouquet de Jeff Koons, de tulipes, mais ce n'est pas de la littérature. Et pourtant, ça se vend. Pourquoi ça se vend? Parce que tout le monde en parle. Pourquoi tout le monde en parle? Parce que c'est un appel à la facilité. Et tout le monde en parle. Mieux vaut en parler, d'ailleurs, à la télévision. Maintenant, la critique littéraire, dans ce qui passe pour de la presse, n'est absolument pas prescriptrice, comme on dit. Euh, vous avez beau avoir un article élogieux dans Le Monde, un article élogieux dans Figaro littéraire, dans Libé, la rubrique Libé, la rubrique livre de Libé, etc. Ça ne suffira plus. Vous passez chez Hanouna, vous vous faites descendre par Nolo, que votre livre soit bon ou qu'il soit mauvais, qu'il l'ait lu ou qu'il ne l'ait pas lu, aucune importance. Les gens vont acheter automatiquement. Allez faire un tour dans votre librairie la plus proche, y compris des librairies réputées excellentes. Vous pouvez faire la même photo que j'avais faite il y a peu sur Twitter, où vous avez systématiquement un meuble avec les meilleures ventes de bidules, les meilleures ventes de machin, et vous avez exactement, vous pourriez reproduire cette photographie pour la mettre en devanture de chacune des librairies de France, vous avez exactement les mêmes livres, exactement les mêmes livres. Les livres de celles et ceux que nous avons cités tout à l'heure. Voilà, avec un peu de Sylvain Tesson, avec son petit côté réac et beau gosse, enfin, ancien beau gosse. Et en plus, Génie Bastien en parle bien. Il y a le côté. Ce qui est très étonnant, d'ailleurs, si vous m'interrompez, hein, si je parle trop. Ce Non, qui est non, très étonnant, d'ailleurs, c'est que il y a exactement le même phénomène dans ce qu'on peut appeler vaguement la droite esthétique et la gauche esthétique. La gauche esthétique va défendre tout un tas d'auteurs réputés de gauche, ouverts, tolérants, les Édouard Louis, qui va nous emmerder encore pendant 50 ans en écrivant un livre sur chacun des membres de sa famille. Donc je pense que la prochaine fois, ce sera sur Bubule, son poisson fasciste et transsexuel. Bon, bref. Et vous avez à droite le même phénomène. C'est-à-dire que tout d'un coup, un Sylvain Tesson, que l'on veut nous faire croire être à la hauteur d'un Blaise Cendrars ou d'un François Augiéras, ou même, quelques excités nous le disent, une espèce de Rimbaud Redivivus, sont absolument nuls. Mais on va en parler. On va en parler. Édouard Louis va faire toutes les premières de couverture voilà. Et vous allez avoir de l'autre côté Sylvain Tesson, les versions réac. L'un et l'autre sont à peu près aussi mauvais. À peu près aussi mauvais. D'un point de vue littéraire, bien sûr. D'un point de vue littéraire. Donc c'est un phénomène euh, euh, absolument qui s'étend rhizomique, comme dirait l'autre. Ce sont des rhizomes de médiocrité qui infestent toute la société française et à tous les niveaux, y compris et surtout d'abord, puisque le poisson pourri perd la tête, par la pseudo-élite parisienne qui tient les 400 ou 500 places qui font la culture.
en France. N'y a-t-il pas, excusez-moi de vous interrompre, une volonté de détruire, une volonté de créer cette déliquescence, cette espèce de tourbe littéraire, parce qu'il doit bien exister des gens qui savent encore écrire, qui ont lu leurs classiques, qui savent composer un texte avec une histoire extraordinaire, mais on ne veut pas les Bien mettre sûr. en avant, parce que peut-être mettre en avant qu'on appelle ça, ce type de personnage, ce serait peut-être trop chauvin et pas assez représentatif de la pseudo-ouverture d'esprit républicaine de nos contemporains. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de destruction quelque part derrière tout ça? Il n'y a pas une volonté de destruction, parce que je crois que prenez un imbécile n'importe quel imbécile de France Culture. J'ai quelques noms qui me viennent à l'esprit, je suis sûr que vous en avez aussi, pas la peine de les citer. Ils, 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 ils commettent leur travail, ce que Sainte-Beuve appelait l'office de vigie, qu'eux ne remplissent absolument pas. Euh, ils le font de bonne foi. Ils se disent au contraire, qu'il n'y a absolument pas la moindre trace de destruction. Ils portent quelque chose. Vous allez avoir tel imbécile, il se reconnaîtra, qui va chanter les louanges de Cécile Coulon. Cécile Coulon qui est absolument à la littérature, ce qu'est un siphon de chiottes à la turque au trou noir central galactique. Bon, c'est une imposture totale. Et vous allez avoir ce crétin de France Culture qui va faire une émission entière sur Cécile Coulon pour lui dire alors Cécile, ton dernier livre, ouais alors écoutez, moi mon dernier livre c'est de la poésie quoi, la poésie c'est cool. Voilà. Et vous allez, je caricature, à peine, vous allez avoir ça sur les ondes. Et ensuite quand vous vous moquez de ce type-là en lui disant mais c'est quand même une bille intergalactique, c'est le cas de le dire, il vous dit oui cher monsieur, moi je suis ouvert d'esprit. Donc, il a le bon, c'est ce que disait, lorsque Muret analysait, Feu Muret analysait cette espèce d'empire du bien où vous êtes persuadé d'être du bon côté. Vous lui dites qu'il est en train de détruire la culture ou ce qui reste de la culture. Il vous rit au nez, et il vous rit au nez de bon cœur. Et vous aurez toutes les peines du monde, non seulement à le convaincre, parce que vous ne le convaincrez jamais, mais vous passerez pour un fou en lui disant, est-ce que tu te rends compte, crétin, que tu es en train de détruire euh, l'idée même que des tas de gamins ou d'étudiants ou même d'adultes peuvent se faire de la littérature en faisant passer une Cécile Coulon ou d'autres, ou tout un tas d'autres, pour ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'a jamais été, ce qu'elle ne sera jamais, un écrivain. Et le pire, c'est que cette médiocrité-là est entretenue parce que vous allez avoir dans la région Auvergne, il y a un torchon qui s'appelle La Montagne, et La Montagne va dire toutes les semaines, va donner une tribune à Cécile Coulon qui va nous parler du fait qu'en Auvergne, il y a des volcans et que les volcans, ma foi, c'est un bon motif de poésie. Hein. Bon, bref, elle va recevoir un prix de la Société des gens de lettres qui ne l'ont probablement pas lu et et c'est honteux. J'avais discuté avec l'un des membres de cette société, un certain Philippe Delaveau, qui publie ses poèmes chez Gallimard, tout de même, hein, dans la collection Poésie. Et je lui avais dit, n'avez-vous, cher Philippe, il m'avait dit, écrivez de ma part à Gallimard, ils vont vous envoyer tous mes livres. Très bien, j'ai reçu tous les livres de Philippe Delaveau, et ensuite je vois qu'il apparaît au jury du prix qui a récompensé le recueil Les Ronces de Cécile Coulon, que je vous invite à lire. Vous allez voir ce que c'est que la poésie transgalactique. Il me dit, cher monsieur, je n'étais pas là au moment de la délibération. Ah bon, mais les autres n'ont-ils pas pu s'abstenir, etc., etc. Oui, mais vous pensez bien que il ne faut pas y aller frontalement. Il faut essayer de placer des petites graines à droite, à gauche, et de temps en temps, elles poussent pas. Un prix Apollinaire, le prix Apollinaire ou le prix de la Société des gens de lettres, ça pourrait être à la limite, elle mérite le prix de oui, oui, mais pas le prix d'un poète. C'est inimaginable. Et donc, cette médiocrité-là est rampante. Et des gens qui, a priori, dont vous parliez, un Philippe Delaveau, possède ces lettres, possède ces humanités, feu les humanités, comme on les appelait. Et pourtant, pour tout un tas de bonnes raisons, il considère que, ma foi, Cécile Coulon n'est pas si mauvaise poétesse que cela. Et vous lui poseriez la question et il vous dirait, oui, bon, d'accord, Christine Angot, Chloé Delhomme. Cher monsieur, il faut vivre avec son temps, il ne faut pas être réactionnaire, comme vous me présentiez tout à l'heure en début d'émission. Voilà. Après, vous avez des raisons essentielles, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'horizon métaphysique à la France, il n'y en a plus.
C'est un pays totalement balkanisé, mais y compris dans son imaginaire. Je ne parle pas d'une balkanisation qui se constate en descendant Flotte, dans vous la rue. savez, c'est les morceaux d'épave, ça flotte là comme ça. Des fois, ça se rencontre. C'est Voilà, ça comme ça. voilà. Et vous n'avez aucune espèce d'imaginaire collectif. Il n'y a rien. On peut se moquer des Iraniens, des Russes, des Chinois, des Turcs, etc. Toutes ces, j'allais dire morasse, mais il ne faut pas employer le morasse, tous ces peuples-là, toutes ces populations-là, toutes ces nations-là ont un imaginaire puissantissime qui les tient. La France, à coup de déconstruction, commençait bien avant Derrida, à coup de déconstruction, de perpétuelle repentance, de honte de son passé qui n'a rien de blanc, hein, évidemment, hein, et rien de noir non plus. Hein. La France a un passé colonial comme presque toutes les grandes puissances européennes, dont elle doit rougir. Et ces nations-là, quels que soient les crimes dont elles se sont euh, euh, qu'elles aient commis, euh, sont fières de ce qu'elles ont été, de ce qu'elles sont et probablement de ce qu'elles vont être. La France n'est fière de rien. Et c'est compréhensible. Et c'est compréhensible. Moi, quand je vois des petits vieux, des petites vieilles, des vieilles rombières qui sont scandalisées parce que tel indigène à peau mate commence à dire qu'il nique la France, etc. Mais il a raison de la niquer, la France. Quelle est la raison Quelle est la raison qui pourrait donner à un gamin de banlieue ou à un gamin qui vient d'arriver euh, la volonté d'aimer un pays qui passe son temps à se cracher sur lui-même et qui ne se respecte pas, qui a eu une littérature, l'une des plus grandes du monde, et qui maintenant en est réduite à faire des choux gras avec les auteurs que nous avons cités. Michel Houellebecq est l'auteur probablement français le plus lu au monde. Michel Houellebecq, c'est-à-dire le non-style absolu. Alors après, vous avez des personnes qui vous diront, oui, mais vous comprenez, ce non-style absolu est en fait la quintessence de l'art. Oui, certes, bien sûr. Mais il faudrait peut-être, euh, pour redonner une aura, un prestige à la France qu'elle a perdu depuis quand même assez longtemps, il faudrait déjà peut-être recommencer par renseigner ce qu'est la critique littéraire, renseigner ce qu'est la littérature. Il n'y a plus de critique littéraire. L'une des raisons de cet affaissement est qu'il n'y a plus de critique littéraire journalistique française digne de ce nom. Les pages du Figaro littéraire se réduisent d'année en année. Puis, bon, voilà, il y a incontestablement une perte de la sève française, intellectuelle au sens large, pas simplement littéraire, je pense. Ça Donc, va jusqu'au raisonnement philosophique. et c'est peut-être le moment de se raccrocher aux anciens, aux classiques. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis, au lieu de, je dis pas ça pour vous, hein, mais au lieu de peut-être perdre son temps à chercher la pépite ou la perle J'essaie de rare. faire les, J'essaie de faire les deux. J'essaie de Claudel, je me compare évidemment pas à Claudel, mais Claudel disait que plus il vieillissait, plus il relisait, ce qui est un faux paradoxe. Il a raison. Moi, c'est pareil. Je ne fais quasiment plus que relire, la plupart du temps des classiques, mais que j'essaie de présenter de manière originale. Notamment, j'essaie de faire cela pour Léon Bloy et Bernanos principalement, Vous parlez en, en en même temps. essayant de les rapprocher d'auteurs desquels ils n'ont pas l'habitude d'être rapprochés, Bernanos d'Arthur Machen ou de Ernst Junger et Léon Bloy. J'avais écrit une critique en rapprochant les thèses sur l'histoire de Walter Benjamin de ce qu'écrivait des fulgurances prodigieuses que, que Léon Bloy écrivait. J'en ai oublié on en a cité trois. Il faut en citer un quatrième quand même, quoi qu'on en pense, c'est Nab. Alors Nab, dès qu'on dit le nom Nab, on a l'impression que la température de votre clavier commence à bouillir. Alors, tout le monde a sa relation qui est en général complexe avec Nab, mais c'est un écrivain. C'est un Oui, écrivain. oui, c'est un écrivain là-bas. C'est un écrivain. Et insubmersible, c'est-à-dire qu'il a raison. On lui reproche à raison parfois tout un tas d'outrances, mais il a compris quelque chose. Il faut comprendre que Nab est orienté par un postulat
apocalyptique. Quand on a compris cela, il vise tout et il voit tout et il interprète tout, comme Blois d'ailleurs, sous une visée, sous un prisme apocalyptique. Une fois qu'on a compris cela, les outrances de Naples, qu'elles soient verbales ou autres, n'en paraissent absolument pas. Il a raison, il a une véritable puissance de consomption dans ses textes. Il a une excellente connaissance de Louis-Ferdinand Céline aussi, il en parle. Bien sûr, il parle assez bien C'est l'un des rares d'ailleurs qui de sait beaucoup bien d'auteurs. aujourd'hui. Hein, Bien sûr, il parle très bien aussi de Robatet. Non, et il a une culture littéraire, il a un verbe, une faconde que c'est bien dommage. Moi, je rêve de revoir Nab opposé à tous les paltoquets qu'on nous présente comme des écrivains et qui exigeraient probablement d'être séparés de lui par une glace en plexiglas, voire qu'il soit filmé dans une autre pièce, comme ça avait été une fois le cas. Bref, voilà le quatrième. Qu'est-ce que vous relisez donc du coup en termes de classiques? Quelles sont vos relectures ou même les œuvres que pour vous Beaucoup qui sont d'Américains, importantes? beaucoup de Nord-Américains. Là, je suis plongé dans les écrivains de la mer, qu'on appelle à tort les écrivains de la mer. Melville, évidemment, mais aussi Stevenson, Dana, avec 2 années sur le Gaillard d'avant, qui a préfiguré tous les Redburn et tous les ultramarines de Malcolm Lowry. Malcolm Lowry, Under the Volcano, c'est absolument extraordinaire. Je relis du Faulkner, je relis du Conrad, bien sûr, je relis du Dostoïevski, donc vous voyez, il ne faut pas que je meure tout de suite, parce que j'entends Albert beaucoup de choses à Simonov relire. parlait bien de Conrad. Ouais, c'est un très Il très. posait rapidement le décor, vous étiez dedans. Il y a un lagon, il y a ci, il y a ça. Ouais, Conrad, c'est extraordinaire. J'ai relu il y a quelque temps déjà Lord Jim. Moi, je suis un fanatique de Heart of Darkness et de Nostromo, qui est un des moins connus de Conrad, mais qui est une œuvre monde, comme disent les journalistes, qui est extraordinaire. J'ai relu du Bolaño aussi, beaucoup de Bolaño. Je suis en train d'écrire un petit texte pour une anthologie sur 2666. Et Bolaño avait une connaissance inimaginable chez nos écrivains français. D'autres écrivains. Bolaño. Les grands écrivains ont tout lu, contrairement à ce que l'on pense. Les grands écrivains ont tout lu, ou ont une intelligence de lecture qui leur permet, même en lisant peu de livres, de tout comprendre. Les petits écrivains n'ont rien lu. Allez savoir pourquoi. Il y a un lien entre les deux, mais allez savoir lequel. Bah, c'est formateur. Si vous n'avez pas lu vos classiques, et même au-delà des classiques Balzac ou Flaubert ou ce que vous voulez, il faut rentrer dedans. Il y en a bien d'autres. Hein, Et au-delà de cela, pardon de vous couper, au-delà de cela, les grands livres, on reconnaît un grand livre au fait qu'il appelle d'autres grands livres. Un grand auteur au fait qu'il appelle d'autres grands auteurs. Vous reconnaissez, à contrario, un mauvais livre au fait qu'il ne convoque aucun autre livre, au fait qu'il n'appelle aucun autre auteur. De qui peut se réclamer Cécile Coulon? De personne. Alors qu'un Dostoïevski, un Bernanos, un Dante, un Shakespeare rendent hommage à celles et ceux qui les ont précédés. Eh oui. Je vous avais entendu parler il me semble, dans des conférences que vous aviez fait bon, elles sont sur YouTube, vous m'aviez même envoyé des liens. Un salon privé que Benoît Poulvord organisait, je crois. Oh, c'était pas privé, c'était l'Intime Festival, c'était une manifestation publique, bien sûr, ouais. Alors, de quoi il s'agit? C'était orienté sur Léon Bloy, je crois? Non. J'avais été contacté par l'attaché de presse de Benoît Poulvord, donc, qui me disait cher monsieur, bonjour, Benoît Poulvord vous invite à l'édition 2015 de l'Intime Festival à Namur. J'ai dit pardon. Moi, je savais même pas que le festival existait. Je pensais que c'était un canular parce que bon, il en arrive que j'en reçoive. Et elle me dit ah non. Donc je la rencontre près de la maison de la radio. Elle me dit ah mais non pas du tout. C'est un fanatique de Léon Bloy et il ne lit que vous sur Léon Bloy. Moi je suis tombé des nues. Donc je dis ok d'accord bon. Donc je suis invité, superbe endroit, Namur magnifique, superbe hôtel.
et je suis présenté à Benoît qui interrompt le truc et qui dit ah, qui arrive comme on l'imagine, hein, et on ne sait jamais s'il est à jeun ou pas à jeun. Enfin, bref, et pas que de vin d'ailleurs. Bon, et là, tout d'un coup, un quart d'heure bloyen où je suis présenté à tout le monde. Ah, viens, allez, viens. On commence à parler. Je crois que je n'ai jamais autant, faut pas le dire, mais je crois que je n'ai jamais autant bu de ma vie que pendant l'Intime Festival. Et j'ai été opposé à Pierre Jourde, le jour des Nolos. Pierre Jourde sur l'état de la littérature française contemporaine. On était à peu près d'accord sur tout d'ailleurs, sauf peut-être sur Éric Chevillard qui tient en grande estime et moi en piètre estime. Mais Benoît Poulvord est un personnage en tout cas fascinant, très intelligent, très très intelligent. Vous ne savez jamais s'il joue ou s'il ne joue pas, s'il est à jeun ou s'il n'est pas à jeun comme j'ai dit. Et c'est un fanatique de Léon Bloy, ce que l'on sait peu, et qui plus est une vraie connaissance de Léon Bloy, pas simplement une connaissance qu'on pourrait qualifier de livresque, mais il est passionné de Léon Bloy. C'était un très très bon moment. Ah, c'est une belle rencontre. Fin de l'été. C'est bon. Alors, imaginez-vous, fin de l'été. Tu dois poser la question. Alors bonjour Benoît Poulvord, Bonjour, on parle ici du festival Intime sur la littérature. L'Intime Festival. Fin août, on vous découvre gros lecteur. Je suis un gros lecteur. C'était gros lecteur. Excusez-moi, je ris de l'expression. Elle est correcte. Oui, elle est correcte. C'est parce que je visualise Oui, j'ai compris. Pardon, je reprends. Gros lecteur. Oui, je suis un gros lecteur. Et j'ai décidé, avec des amis, d'organiser un festival de l'intime. L'Intime Festival, où la littérature aura une grande place, certes, mais il y aura d'autres médiums, hein, la photographie, le dessin, il y aura des rencontres avec des auteurs, il y aura des lectures de grands textes, enfin comme moi j'estime des grands textes. Et c'est une rencontre, c'est surtout c'est autour de l'intime, c'est très important. C'est pas un festival littéraire au sens où c'est plutôt le maître mot, c'est l'intime, c'est-à-dire de la part d'intime qu'il y a et comment on la transmet dans certaines œuvres artistiques. Ça, c'est découpé aux deuxième question. Alors vous dites intime, donc effectivement, quand on lit, on est en dialogue avec soi-même, on n'aime pas qu'on se penche sur votre épaule, c'est un acte privé, et cette notion-là, vous y tenez. Oui, j'y tiens beaucoup. D'ailleurs, j'essaye vraiment que c'est un moment c'est un moment important dans une journée de lire. C'est un acte intime, c'est une rencontre avec le livre, c'est une rencontre avec les personnages du livre, avec l'endroit où se passe l'histoire. C'est une rencontre privilégiée avec vous-même aussi. C'est un rapport avec vous-même. Et ce qu'on va faire dans ce festival, ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est notre première édition, j'espère qu'on y arrivera, c'est de garder cette espèce d'impression de pouvoir rester dans quelque chose de très intime et de pouvoir, parce que c'est paradoxal, faire un festival de l'intime et en parler, c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, c'est ce paradoxe que j'aime bien, c'est-à-dire de pouvoir partager. Parce que pour moi, je connais rien qui soit plus agréable à partager que les livres. Ou la musique parfois, mais d'ailleurs on aura de la musique. Et c'est très important. Je trouve que c'est très important c'est pas la sacraliser, c'est pour ça que je ne veux pas faire peur aux gens en disant « Oh, encore un festival littéraire ». Non, au contraire, je pense que les gens seront très surpris de par notre sélection, que c'est facile, que c'est quelque chose qui apporte tellement de choses et que voilà, ça ne demande pas un grand effort. Franchement, on n'a pas choisi les livres difficiles. Et au contraire, je pense que ça va être des découvertes pour pas mal de gens. Et on a des très bons lecteurs, parce qu'on a des très bonnes librairies. Si on a de très bonnes librairies, c'est qu'il y a de bons lecteurs. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je pense que les Belges lisent très bien. Alors, vous dites souvent que le livre, il vous accompagne sur les tournages, puisque le cinéma, c'est l'art de l'attente entre deux prises. Et donc, vous lisez beaucoup, beaucoup. Vous aimez les livres lus aussi, parce que c'est un bel exercice. Je trouve que c'est un très bel exercice, et c'est encore une discipline supplémentaire. C'est d'ailleurs une des grandes conditions qu'on a mis quand on a organisé le festival. Je tenais à ce qu'il y ait des grandes lectures avec des acteurs, parce que là, c'est un acteur qui s'approprie le texte, et je trouve que c'est merveilleux, parce que parfois, on découvre le texte parce que l'acteur, il met une telle... Vous savez, si vous écoutez... Alors, on ne l'a pas cette année, mais on l'aura l'année prochaine, je vous promets que je vais la voir. Quand Podalides lit Nathalie Sarraute, c'est pas évident de lire Nathalie Sarraute. Pourtant, quand Podalides le lit, mais c'est magnifique. Tu dis, je vais tout de suite lire Nathalie Sarraute. Mais même si, par exemple, vous lisez Rilke, moi, je connais des gens qui, quand tu lis Rilke, tu n'es pas toujours face... La poésie, c'est pas difficile, comme Sylvia Plath. C'est pas évident de lire Sylvia Plath. Eh bien, Isabelle Carré a lu Sylvia Plath. Les livres lus, je suis un fan de ça. Parce que c'est aussi une relation avec l'acteur. Quand vous êtes seul, vous êtes là avec le livre et la personne qui le lit, vous avez l'impression qu'elle se confie à vous. Et ce qu'on va essayer d'avoir dans ce festival, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous allez avoir une ambiance où vous serez avec le lecteur et le livre, et c'est des moments privilégiés, ça va être gracieux. Dernière question, Benoît Poulvord. Quel est le livre qui a changé votre vie ?
changé ma vie, je dirais, le Quatuor d'Alexandrie. Il y a avant et après le Quatuor d'Alexandrie. Parce que pour moi, c'est, en dehors de la qualité littéraire du livre, enfin, vous connaissez le principe, hein, c'est la même histoire racontée avec plusieurs axes différents, et la vie n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous tombez... c'est un livre extraordinaire, c'est 4 livres, hein, donc il faut Quatuor. Hein, et c'est un livre qui a bouleversé ma vie, parce qu'en fait, tu te dis que les choses ne sont pas toujours... c'est vu sous un axe, la vérité où se trouve la vérité dans une histoire. Et puis ce que j'adore, c'est qu'après, il la reprend 10 ans plus tard, et on ne saura toujours pas ce qui est vrai ou pas vrai, parce qu'il y a 4 lectures différentes. Merci Benoît Poelvoort. Bonne lecture, bon festival. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à vous, merci amis internautes. Voilà. Mais toute son attaque contre la technologie, nous pouvons la reprendre à notre compte, et ça peut beaucoup nous aider à supporter cette propagande permanente qui devient naturelle. Par exemple, là, ici, où nous sommes en train de tourner, je vois un robot extraordinaire qui s'appelle le Polyscope, et j'aimerais, si c'est possible, qu'il y ait une autre caméra. Et on l'a vu déjà dans plusieurs débats. Je ne dirais pas plus humaine, mais moins humaine, car il a une sensibilité extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, ce Polyscope est tout à fait le genre de robot contre lequel Bernanos voulait que la France lutte. Mais la France, est-ce que ça existe encore? Mais l'atteinte aux intérêts supérieurs de la nation, une nation qui n'existe plus, il ne faut pas rigoler quand même. Ou qui est en voie de disparition du moins. Bah oui, l'intégration dans l'Union européenne, oui, elle existe évidemment, dans le cœur des gens, elle existe, des gens continuent à y penser, mais évidemment, je veux dire, si la France insoumise, ou le Front National pourrait prendre des mesures contre les immigrés, ça c'est vrai, peut-être contre la délinquance, oui, il pourrait rendre l'État un peu plus policier. La France insoumise ne pourrait rien faire. Si elle arrivait au pouvoir, elle ne pourrait rien faire. Parce que tout ce qu'elle proposerait de faire serait contre le traité de l'Union européenne. Elle ne sortirait pas de l'Union européenne, donc elle ne pourrait rien faire. Mitterrand, ça a pris 2 ans, eux, ça prendrait 3 semaines. Ils capituleraient. Donc ça sert à rien de voter pour eux, parce que de toute façon, ils vont capituler s'ils sont élus. Et les gens le savent, et eux-mêmes le savent. Donc tout ça, c'est de la comédie, tu vois. Mais ils ne vont pas non plus instaurer un régime fasciste en France. Je veux dire, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Il y a une armée en France. Je veux dire, si tu veux faire un coup d'État, un jour j'ai vu Le Pen, il y avait quelqu'un qui lui disait « Est-ce que vous croyez à la stratégie électorale ?» Et Le Pen a répondu « Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? La révolution ?» Le Pen père, hein, pas Marine qui est complètement intégrée au système, mais le Pen père. Et évidemment, ça c'est le dilemme. Comment ils vont faire? Ils vont faire la révolution, ils vont prendre le pouvoir par les élections, comment ils vont faire?